Le type de récit le plus fréquent dans le monde des affaires, incontestablement, c'est la success story. Nous lisons des biographies de leaders visionnaires comme Steve Jobs ou Elon Musk. Nous nous précipitons sur les articles qui racontent le succès fulgurant d'une start-up ou son entrée en bourse réussie. Et même dans les business schools, nous étudions des cas réels, parfois pour comprendre un échec, mais plus souvent pour tirer les leçons d'un succès. On connaît depuis longtemps les limites de l'exercice. La principale, c'est ce que Phil Rosenzweig a appelé l'effet de halo. Quand on étudie une belle histoire de succès, on a tendance à penser que toutes les pratiques de l'entreprise qu'on regarde ont contribué à ce succès. Le halo de la réussite colore notre évaluation de toutes les composantes de l'histoire. Prenons par exemple les biographies d'Elon Musk, qui ne manquent pas d'insister sur sa tendance à s'affranchir des règles communes. On a pu voir Musk, par exemple, fumer du cannabis en direct à la télévision, ou enfreindre à plusieurs reprises la réglementation boursière en diffusant sur Twitter des informations stratégiques sur Tesla. Ce qui est intéressant, c'est qu'on présente généralement ces écarts comme indissociables du génie de l'entrepreneur. C'est le même rejet des conventions, nous explique-t-on, qui permet à Musk de révolutionner des pans entiers de l'économie. En d'autres termes, ce n'est pas en dépit de ces écarts de conduite que Musk réussit, mais d'une certaine manière, grâce à eux. Pour en être sûr, en principe, il faudrait pouvoir étudier un large échantillon d'entrepreneurs à la personnalité aussi inhabituelle que Musk, et déterminer si ces individus, en moyenne, réussissent ou non mieux que les autres. Comme c'est impossible, nous en sommes tous réduits à utiliser notre bon sens pour essayer de faire la part de l'essentiel et de l'accessoire dans une success story. Quand nous lisons une success story, nous nous croyons capables de distinguer ce qui compte vraiment de ce qui n'est qu'un détail. Dans l'histoire de Steve Jobs, par exemple, autre archétype inusable de succès, c'est la créativité dans le design des produits qui nous semble décisive, pas le fait de porter des pullovers noirs. Du moins, on peut l'espérer. Encore faut-il que nous soyons réellement capables de faire ce distinguo, et de ne pas nous laisser influencer par des facteurs sans importance. 5 chercheurs américains, sous la direction du sociologue Duncan Watts, ont cherché à vérifier que c'était bien le cas. Pour ce faire, ils ont soumis à des volontaires une série d'histoires de start-up qui réussissent, dans lesquelles ils faisaient simplement varier une caractéristique du fondateur. Pour certains des participants, dans la version de l'histoire qu'ils lisaient, le fondateur était présenté comme un college dropout, c'est-à-dire comme quelqu'un qui avait abandonné ses études à l'université pour monter son affaire, à l'instar de Bill Gates ou de Mark Zuckerberg. D'autres participants lisaient une version de la même success story, identique en tout point, sauf que le fondateur était présenté comme diplômé de l'université, ce qui, soit dit en passant, est le cas de la plupart des entrepreneurs et de l'immense majorité de ceux qui réussissent le mieux. Les chercheurs ont ensuite demandé aux 2 groupes de participants quelles leçons ils tiraient de ces histoires. Et les réponses des participants semblent parfaitement rationnelles. Ils expliquent volontiers que l'histoire qu'ils ont lue n'est qu'un exemple, et qu'il faut se garder d'extrapoler à partir de cet exemple. En théorie, ils savent qu'ils ne devraient pas tirer de conclusions sur les chances de succès des college dropouts par rapport à celles des diplômés. Là où le bât blesse, c'est que si on demande ensuite à ces mêmes participants de faire des choix d'investissement, les paris qu'ils vont prendre sont très influencés par l'histoire qu'ils viennent de lire. Quand ils ont lu la version diplômée de la success story, les participants sont 87% à choisir d'investir plutôt dans une start-up créée par un diplômé. Quand ils ont lu la version college dropout de l'histoire, ils ne sont plus que 32% à choisir de parier sur un diplômé. En d'autres termes, immédiatement après avoir expliqué la main sur le cœur que la success story n'est qu'un exemple isolé dont ils ne vont pas tirer de leçon générale, les participants démontrent par leur décision qu'ils en ont bel et bien tiré une leçon générale. Tirons nous aussi de cette étude une conclusion générale. Même quand nous nous pensons capables de prendre du recul sur une success story, de ne pas être exagérément influencés par les aspects de l'histoire que nous savons accessoires, nous sommes sensibles à toutes ces composantes. Même quand nous essayons de ne pas nous laisser influencer, nous ne pouvons pas nous empêcher de l'être. Bien sûr, nous n'allons pas renoncer aux success stories. Mais leur puissance est telle que nous devons faire un effort spécial pour en faire bon usage. Plutôt que d'y chercher des leçons à prendre au pied de la lettre, voyons-les plutôt comme des sources d'inspiration.
Essayons d'ailleurs, si nous pouvons, de lire autant d'histoires d'échecs que de succès. Il y a aussi beaucoup de leçons à y trouver. Et surtout, traitons les unes et les autres comme un terrain fertile pour exercer notre esprit critique. Déterminer dans l'histoire d'une autre entreprise ce qui pourrait s'appliquer à la vôtre, c'est un vrai travail, un travail de réflexion et un travail d'analyse. Aucune success story toute faite ne va jamais le faire pour vous.